je vous l'ai dit, enfin, pour moi, le but, c'est de vous... Je crois qu'au début de l'année, vous aviez été un petit peu étonné, enfin, par l'écriture que je vous avais proposée du membre inférieur, hein, en plaçant ensuite l'intérieur de la cuisse, le genou, le jumeau interne, les malléoles, le coup de pied, l'avant-pied, le talon. Hein, c'est plus ou moins lourd là, mais enfin, ça fait une écriture. Eh bien, vous allez voir, j'ai l'intention, c'est beaucoup plus complexe, parce que ça n'est pas une vue de face aussi classique, mais j'ai l'intention de vous laisser une écriture du membre supérieur qui soit un peu de cet ordre. C'est-à-dire que quand vous aurez besoin de dessiner ça, ça vous sorte comme ça, quoi. Donc, je ne vous dis pas que je vais y parvenir aujourd'hui, mais j'y vais. Voilà, alors, on reprend, si vous voulez bien, un torse pour que le bras soit de profil. Oui, allez, peut-être même pas le torse, une omoplate, compliquons pas les choses, il y a tellement de choses à dire. Hein. Une omoplate de 3/4, d'accord, c'est trop petit. Une omoplate de 3/4. Voilà. Ensuite, je vais m'amuser à dessiner aujourd'hui, si vous m'en voulez pas trop. Donc, ensuite, le V, je veux dire par là être un petit peu libre de dessin. Le V deltoïdien, au bas de la grande tubérosité. Ensuite, la ligne sus-épicondylienne. C'est un bras assez viril et musculeux. La ligne sus-épicondylienne, j'en ai assez de vous expliquer qu'il y a une gouttière de torsion. Donc on s'arrête sur un point. Puisque c'est la sus-épicondylienne, c'est donc l'épicondyle. C'est peut-être un petit peu trop courbe. Là, voilà. Ensuite, le condyle. Peut-être là. Enfin, j'y vais. Après, je vous explique. Ensuite, la lèvre interne de la trochlée, ça se dissocie comme ceci, n'est-ce pas? Voilà, je force un peu, voilà, en dessous, et je vous explique peut-être là. Je vous rappelle que dans le bas de l'humérus, vous avez en vue de face la ligne sus-épicondylienne, l'épicondyle, le condyle, la trochlée et l'épitrochlée. Cet ensemble occupe les 2/3. Là, il y a une asymétrie formidable, n'est-ce pas? Donc, si votre œil regarde comme ceci, il voit 1, ici, l'épicondyle, 2, le dessous du condyle, 2 bis, la lèvre externe de la trochlée, et 3, la lèvre interne de la trochlée. Donc, 1 se trouve ici. Est-ce que vous comprenez? 2 se trouve là, et 3 se trouve ici. Ça vous va ou pas? Question. Non? Ruban rose, au fond. Oui, vous qui bavardiez, qu'est-ce qui se passe? C'est l'épitrochlée qui vous pose des problèmes? Trochlée. Il ne savait pas non plus, votre voisin? Mais c'est pas grave, on s'en remet de ce genre de choses. Trochlée, c'est une pouliche, chère madame. Ça vous va?
je vous en prie. Autre question? Vous voyez comme quoi ça vous fait sourire, ça alimente un peu, hein, il ne faut surtout pas hésiter. Allons-y, une autre? Non. Bon, alors, bon, je vais retirer ça, c'est affreux. Hein. Bon, mais c'est... Voilà. Alors, on ne va pas parler du radius tout de suite. Et c'est vrai que je n'ai pas de cubitus droit, mais on ne peut pas tout avoir. Hein. Donc, ça, c'est un cubitus gauche, ça, c'est un cubitoradius droit. Voilà. Alors, vous avez ça, n'est-ce pas? Vous avez le cubitus. Si vous voulez, on peut le regarder comme ça. La clé, là, hein, la crête, puis en bas, la petite styloïde. D'accord? Donc, je pense que ça, c'est tout de même rentré. Où est-ce que je vais faire ça? J'aurais aimé que je vous le fasse dans l'autre sens. D'ailleurs, je vous l'ai montré dans le mauvais sens. C'est celui-là. Voilà. Donc, oui. Donc, il vaut mieux que je vous le dessine comme ça. Hop. Avec, bizarrement, dans celui-là, comme ceci. Et puis là, c'est pas très en proportion avec mon numérus, mais c'est pas grave. Vous avez donc, dans la partie basse, ici, une petite pointe sous une boule. Je m'en fiche éperdument de cette petite pointe. On la dessine quasiment jamais, n'est-ce pas? Elle ne se voit quasiment jamais, mais elle se sent. Et elle existe. Et elle m'empoisonne la vie. Eh bien, pendant 30 ans, j'étais forcé de dire qu'elle était là, alors que vraiment, elle est d'un intérêt très relatif. Si, calmement, j'y reviens, vous prenez votre cubitus, là. Ça, c'est foutument intéressant. Vous avez une crête qui est sous-cutanée, du coude jusqu'à une forme un peu complexe. Oui, mais vous êtes dans une attitude idiote. N'est-ce pas? Dans la vie, on est rarement comme ça. On est plus souvent comme ça. Vous êtes d'accord? On est plus souvent comme ça que comme ça. Rien que d'avoir les paumes comme ça prête un peu à la bêtise. Non? Hein? Donc, mettons-nous dans cette attitude anatomique un peu bête. Suivons cette crête. On sent très très bien que la forme est confuse. Si par contre, on se met dans une attitude naturelle, à la partie basse du cubitus, on sent une délicieuse petite forme ronde qui sera délicieuse à dessiner et qui a une importance manifeste. Mais attention, cette forme ronde, elle est de l'autre côté. Le radius pivote autour du cubitus. Donc, quand je vois la forme ronde en question, c'est l'autre versant. C'est simple. Je ne suis peut-être pas un mauvais pédagogue, mais c'est une chose que je n'arrive pas à faire comprendre du premier coup. D'autant plus qu'il y a une tricherie. Je vais vous expliquer. Voilà, nous sommes comme ceci. Je vous fais palper la crête du cubitus. Et je vous dis, là, il y a une forme compliquée. Et pour changer mon raisonnement, changer la démarche de mon raisonnement, je vous dis tout de suite, mais on s'en fout du point de vue dessin, parce qu'en position naturelle, la forme est simple, toute ronde. Parce qu'en position naturelle, la forme est simple, toute ronde. Mais cette forme ronde, n'est-ce pas, comprenez bien qu'elle est de l'autre côté. D'accord? Donc, en position artificielle ou anatomique, on a une forme complexe sur laquelle je vais revenir, mais en position naturelle, on a une forme ronde simple. N'est-ce pas? Et c'est ça, la tête du cubitus. N'est-ce pas? Alors, revenons à la position artificielle et un peu complexe. Je vous l'ai déjà fait palper, n'est-ce pas? Quand vous mettez le doigt là-dessus, vous vous dites « bon, c'est bizarre, ça bouge sous les doigts ». Et si par hasard vous faites une adduction de la main, vos doigts sautent, n'est-ce pas? Il y a un tendon qui était du côté du pouce et qui vient dans le vide, en dehors. Ben, c'est tout bêtement l'un des tendons des deux muscles qui font faire le mouvement que vous venez de faire.
Vous me suivez ou pas? Si vous mettez les doigts ici, entre la main et l'avant-bras, car de ce côté-ci, il n'y a pas de poignet, n'est-ce pas? Il y a la main et l'avant-bras. De ce côté-ci, il y a un poignet. Mais là, il n'est pas question de poignet. On ne le voit pas, il est quelque part par là, à cheval sur la main et l'avant-bras. Donc, si vous mettez un doigt entre la main et l'avant-bras, n'est-ce pas, vous sentez un trou. On y est ou pas? Et à l'endroit de ce trou, ou du moins en d'autres termes, ce trou permet à la main d'abducter, à la main de faire ça, n'est-ce pas, de faire une abduction. S'il n'y avait pas ce trou, elle n'aurait pas la possibilité de le faire. On y est? Si vous touchez là, avec deux doigts de part et d'autre de ce trou, vous sentez deux cordes. Et si vous faites l'abduction, vous sentez a fortiori les deux cordes qui vous poussent les doigts. On y est? Donc, sur cette tête du cubitus, il y a une styloïde qui sert de façon étrange, je ne suis pas mécanicien, dans certaines positions de glissière à l'un, ça va, je peux y aller, je continue, à l'un des tendons abducteurs de la main. On y est? Quand on est comme ceci, il y a une styloïde le long, le voilà le tendon. On le voit même très très bien chez certains individus. Il s'appelle cubital postérieur si vous y tenez. Donc vous voyez, il longe la styloïde dans certaines positions et pas d'autres. Hein. Et bizarrement, il saute de l'autre côté de la styloïde. Ça ne m'a jamais fait passionner, ça. J'ai toujours trouvé ça un peu complexe et pas très intéressant. Mais en tous les cas, on le sent qui saute de part et d'autre de la styloïde. Voilà. Quand on est dans cette position où on regarde le cubitus de profil ou le cubitus de dos, n'est-ce pas? Et surtout pas dans la position vers laquelle nous allons aller peu à peu, et même, n'est-ce pas? C'est-à-dire celle-ci, où il n'y a plus trace de styloïde. La styloïde est partie, entre guillemets, elle n'a pas du tout bougé, elle ne bouge pas, c'est le radius. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le radius qui tourne autour du cubitus. Je vous ai dit qu'il y avait une tricherie. Il faut que je m'explique. Quand on regarde ces montages, on aurait l'impression que ça bouge comme ça et comme ça. Vous me suivez? Et puis voilà. Mais non, c'est faux. C'est pas très grave, mais enfin. Si vous regardez bien mon cubitus, là, si vous regardez bien ce cubitus-là, vous avez l'impression qu'il ne bouge pas et que le radius pivote autour. Vous voyez ce que je dis? Bon, c'est faux. Sur le vivant, le cubitus, la crête du cubitus change d'axe pour que le bras ne se balade pas trop. Je vais me faire comprendre, regardez. Et le cubitus est là. Ça, le radius, pivote autour, mais vous allez voir que ça change d'angle. Vous voyez? D'accord? Pourquoi? Pour que l'axe reste à peu près le même. Quand on prend un objet qui ne passe pas ça, vous voyez qu'on se retrouve avec le marteau sur les testicules, d'accord? Et puis, l'instant d'après, le marteau parti dans le vide, forcé d'aller le rechercher. Vous me suivez? À ce moment-là, on subirait la force centrifuge et la force centripète d'une façon considérable. Donc, le cubitus, n'est-ce pas, fait un mouvement que ne rendent absolument pas ces choses-là. Peu à peu, j'essaie de vous glisser des trucs, voilà. Donc j'ai le droit, là, maintenant, avec tout ce baratin, ce serait bien que je fasse un peu de nettoyage. Voilà. Voilà. Alors, j'ai le droit de disposer cet objet, dit cubitus, n'est-ce pas, dans la situation qui est celle-ci. Je vous rappelle, peut-être pour certains d'entre vous ce serait utile, que je colore, n'est-ce pas, que le condyle qui s'occupe du radius est là. Donc ça n'est surtout pas sur ce condyle que j'articule le cubitus, mais ici, là, n'est-ce pas, dans cette gorge de trochée,
dans cette gorge de bobine. Voilà, on peut y aller. Voilà. Donc il faudrait que ce soit égal à peu près aux 3/4 et je place cette styloïde dont je vous ai tant parlé à regret. C'est trop long, je crois. Hein, c'est un peu plus que les 3/4. Et c'est trop gros. Voilà. Donc, voilà la tête du cubitus. Voilà la styloïde. Voilà le cubitus. Et voilà, bien plus important que tout le reste, la crête, qui dans cette position très particulière, mais si fréquente, n'est-ce pas, est quasiment horizontale. Alors, des petites nuances, oui, oui, je veux bien. Hein? Je les oublie toujours, mais lorsqu'il faut enseigner, c'est la moindre des choses que je m'en souvienne. Il y a donc ici, c'est très logique dans le fond, un renforcement pour protéger des chocs. Les chocs, en effet, sont assez courants. Et puis voilà. Et ici, un petit creux avant la styloïde. Voilà. Sinon, j'ai insisté beaucoup, mais je peux recommencer. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Cet os tout tordu sur lui-même, lorsqu'on est dans cette position si naturelle, il devient rectiligne. On est d'accord ou pas? Et toutes les courbes vont se placer par rapport à cette droite qui les sous-tendra. Question. On a tout notre temps hein, ce soir, alors n'hésitez pas, je vous en prie. Ce sont vos questions qui animeront le cours, sinon ça sera sinistre. Il n'y a pas de diapo, j'espère que la chèvre est bonne et qu'elle cuit magnifiquement. Il paraît qu'il manque de chèvre en plus. Allons-y. Question. Mais il était si content hier de me téléphoner en me disant qu'il s'était trompé. Il m'avait dit que c'était jeudi prochain. Je l'ai un peu grondé parce que s'il ne sait même plus quand il doit faire cuire sa chèvre. Alors, mais c'est un amour, Yacoub. Ah, par contre, là, il y a quelqu'un de moins sympathique que Yacoub. Où est-ce? Ah, c'est vous en plus. Vous allez venir vous déshabiller tout à l'heure. Tiens, et ben voilà. Ça va être le truc maintenant. Madame. Waouh, oui. Alors, vous voudriez que je parle de ça un petit peu? C'est vous qui tirez à l'arc ou pas? Voilà. Parce que, si vous voulez, Olivier, il me sert comme ça, m'a obligé plus d'une fois à insister sur le creux dans lequel le cubitus s'encastre. Hein? Quand on tire à l'arc, je ne sais pas, moi je n'ai tiré qu'avec mes arcs en noisetier quand j'étais tout petit garçon et ce n'était pas du tout à la mode, donc je rêvais d'arcs du Moyen-Âge, mais j'en voyais que dans les musées de l'armée. Et vous voyez, non, c'est de ce côté-ci. Je n'avais pas trop à me plaindre malgré mon petit bras, parce que c'était vraiment une droite, n'est-ce pas? Alors, et en effet, je vais prendre le bras droit parce qu'il est normal, l'autre est tout petit par rapport à celui-là, c'est pour ça que je ne le montre pas trop. Donc chez moi, pas de problème, si vous voulez, c'est en rectitude. Alors peut-être que ce qui vous trouble, n'est-ce pas, c'est que chez la femme, parfois, et chez certains hommes hyper musclés, étrangement, le récurvatum, c'est-à-dire justement au niveau de cette articulation-là, le cubitus dans la trochlée, n'est-ce pas, va au-delà de la course. Comment pourrais-je traduire ça? Bon, en faisant un petit dessin. Voilà la tête de l'humérus, voilà le V deltoïdien, voilà la crête
susépicondylienne. Voilà la cupule radiale, voilà la trochlée. Donc, quand il y a hyperextension, extension, chez un homme, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, je peux même indiquer dans la partie basse. Alors donc, cette tête dont on a parlé avec le styloïde, bon, eh bien, il y a continuité, n'est-ce pas? Comme ceci. Voilà. Ensuite, on place, je le mets de la même couleur parce que là, ce n'est pas la peine de varier. On place le radius. Voilà. Le radius, la styloïde radiale, le poignet, les métas. Voilà, n'est-ce pas? Et l'arc. Je me fais comprendre avec la corde. Voilà. Donc là, n'est-ce pas, vu comme ceci, je ne me trompe pas, c'est même, oui, c'est bon. N'est-ce pas? Là, ça, c'est le profil. Ça, c'est... non, je suis en train de le mettre comme ça. Oui, mais c'est ça. C'est ça. J'ai cru qu'on le mettait comme ça, mais non, on le tient comme ça. Allons-y. Oui, on le tient comme ça. Donc, on le tient comme ça. Donc, vous pensez bien que s'il y a un récurvatum, c'est peut-être ça qui vous trouble, c'est qu'à ce moment-là, je ne vais pas toucher à la partie basse, mais l'humérus peut très bien naître ici. C'est bien ça, oui. L'humérus peut très bien naître ici. Le V deltoïdien là, n'est-ce pas? Et la crête ici. La crête susépicondylienne là. Et en fait, vous avez un angle obtus ici. On voit chez certaines femmes, n'est-ce pas, qu'il faut compenser. Est-ce que je me fais comprendre ou pas? Un peu comme pour les haltères. Je n'ai pas de tir à l'arc dans mes diapos, mais un peu comme pour les haltères. Le tout, c'est de bien bloquer au niveau du coude et que ça ne lâche pas, si j'étais gaucher, n'est-ce pas, et que ça ne lâche pas au moment où je tire la corde. Vous voyez, il faut que ça devienne un élément très stable. S'il y a un récurvatum, comment ça s'appelle? Celle qui a un récurvatum et qui a des cheveux longs. Marie, avez-vous un récurvatum? Non, pas tellement, hein? Comment s'appelle-t-elle? La passionnée d'anatomie. Elle n'est pas là? Oh, non, pas tellement, oui, c'est vrai. Il n'y a pas un beau récurvatum ici? Allez, levez les bras, les filles. Allez, vous êtes filles au premier rang, levez les bras. Levez les bras, vous avez des bras. Allez, les deux. Ça ne vous va pas si mal. Allez, levez, bon sang. Je veux bien, en noir, lunettes, s'il vous plaît. Oui, je crois qu'il y en a un tout petit. Je suis trop... Oh, c'est mignon, il y avait toute petite fille qui levait le bras. Elle, au moins, elle est bien élevée. Mais il faut dire qu'elle a un papa charmant. Venez là. Tirez-vous à l'arc. Non. Voilà, donnez-moi vos bras, je vous prie. Voilà, oui, voilà. Il y a un récurvatum. On va vous mettre un arc dans les mains. Voilà, comme ceci. Non, non, restez là, vous êtes très belle. Tirez la corde, vous voyez, et c'est là qu'il y a problème. C'est ça que vous voulez me faire dire? Il faut absolument que le biceps compense, n'est-ce pas, tracte avec une puissance considérable pour que ça ne lâche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Là, elle est en pleine contraction pour que ça ne lâche pas. Lâchez une seconde, vous voyez, et à ce moment-là, on pourra avoir une faiblesse de l'élément directeur. On change le bras en pieu. C'est faux. C'est pas tout à fait ça, non? Ça, c'est pas faux, mais moi, je parle d'autre chose. Ah. Quand vous tirez, normalement, vous mettez comme ça. Oui. Alors que là, vous êtes obligé de tout rattraper et tout remettre, replacer dans la même direction. Sinon, avec la corde, vous frottez. Oui. Alors, qu'est-ce que... Oui, et alors
Oui. À cause du... Oui, oui, c'est ça. Oui, je ne le savais pas, mais c'est logique. Ah bon, moi, j'ai jamais... Bon, bah ça, je ne suis pas un spécialiste du tir à l'arc, mais... Pardon? Oui, alors ça correspond bien à ce que je pense, c'est-à-dire verrouiller le bras, c'est verrouiller l'articulation. Voilà, oui. Alors, ce n'est pas si faux, hein, ce que je racontais. C'est-à-dire que, en fait, il faut vraiment que l'articulation soit verrouillée. Bon, et quand on dit verrouiller, je pense que ça concerne l'articulation. Bon, je ne peux pas aller plus loin parce que je n'ai jamais tiré à l'arc en compétition. Mais je vais tout de même en profiter pour vous montrer les deux bras. Voilà, ici, vous voyez, il y a un assez joli cubitus valgus physiologique. Et là, un très très joli récurvatum. Et il y a une chose qui est superbe. Regardez, de là où vous êtes, la lumière... Non, voilà, c'est bon. Vous voyez ici, ça c'est une crête cubitale. Une très très jolie crête cubitale. Tournez-vous. Vous voyez, c'est superbe. D'accord? Voilà ma petite tête arrondie naturelle, n'est-ce pas? Et quand on est en position comme ce soir, eh bien, voilà. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez le tendon, là? Il a ripé de l'autre côté de la styloïde. Regardez comme c'est joli. La femme est engraissée au départ, ici, et au départ là, mais très dégraissée au niveau du poignet, hein, en général. C'est pour ça que quand on leur baisait les mains, autrefois c'était bien, parce que... mais c'est perdu. Mais voyez, regardez comme c'est beau. Vous voyez, le tendon des extenseurs, la tête cubitale, l'extrémité inférieure du radius. On va jouer un tout petit peu de l'adduction, si vous voulez. Voilà, regardez la petite corde qui apparaît. Ça marche ou pas? Je vais lui bloquer un tout petit peu la flexion comme ça. Remontez ça. Non, ça. Voilà. Et vous allez voir qu'elle a un muscle ici. Vous voyez? Les tennismen l'ont beaucoup. Ça, je vais vous le mettre aussi tout à l'heure. Détendez-vous. C'est l'articulation qui est là que je bloque. Vous me la montez. Allez-y. Hop. Voilà. Vous voyez, là, je sens un joli rideau. Non, non, bougez pas. Voilà, on va le montrer par ici. Allez-y. Montez vite. Voilà, vous voyez, naître le rideau. Et pour là, c'est le bébé, là. Hein? D'accord. Merci. Alors qu'à la main, elle était, vous avez vu, elle est toute dégraissée. C'est pas seulement quand je la regarde qu'elle est dégraissée. Voilà, bah, pour le tir à l'arc, je ne suis pas compétent. J'ai essayé. Je pense qu'il y a un problème qui vient du récurvatum, mais je ne peux pas aller plus loin. Autre question? Madame? Ah oui, vous, bonjour. Je ne vous avais pas reconnu de loin. Oui? Des os de l'avant-bras? Pardon? Moi, je ne sais pas, je crois que c'est la moitié. C'est-à-dire que ça me semble logique. Oui, c'est ça. Ça me semble logique de mettre une hauteur de l'omoplate, deux hauteurs de l'omoplate dans la hauteur de l'humérus. C'est ça la question? Hein? Et alors, par contre, cette histoire de l'avant-bras, ça, j'essaie de le respecter un tout petit peu. C'est-à-dire de prendre la longueur de l'avant-bras et de l'avoir, oui, ça marche, aux 3/4 de l'humérus. Ça vous va? Hein? Ça, j'y crois. D'accord? J'avais une autre question en rouge. Oui, je vous en prie. Non, 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 non. Car vous ne pouvez pas du tout comparer le genou et le coude, justement parce que ça bloque. Ah non, il y a des ligaments, mais il n'y a pas le système du croisement. Il y a, si vous voulez, il y a un petit système. Est-ce que je peux vous le donner là? Non. Il y a un petit système qui est très très joli. Je vais vous le donner dans quelques instants, d'accord? Au niveau du dessous de la cupule radiale, c'est assez joli. Autre question? Non. Alors on y va.
Voilà. Donc, le but, n'est-ce pas, c'est d'en venir là et de sentir, d'aller vers la main, comme ceci. Vous avez vu à quel point ça avait un charme chez notre ami. Donc, le but, j'adore cet objet. Je l'ai depuis très très longtemps. C'est une main très ancienne, sans doute. Vous voyez, elle est hyper patinée, qui n'a plus ses phalanges, mais qui a son poignet et les premiers éléments des doigts, qu'on appelle métacarpiens. Voilà. Alors, il y a le métacarpien du pouce, qui n'en est pas tellement un, je vais m'expliquer, et il y a les métacarpiens des doigts. Que sont les métacarpiens? Ce sont les premiers éléments des doigts. N'est-ce pas? Il y a 1, 2, 3, 4 éléments dans les doigts. Le premier élément a une chose fantastique, c'est qu'il a une tête. D'accord? Ça, c'est très, très important du point de vue dessin. Ben, ça donne des têtes arrondies. Vous avez peut-être vu tout à l'heure que pour m'amuser, et ça fait longtemps que je m'amuse, et Rembrandt s'amuse de la même façon, donc hein, c'est chez lui que j'ai piqué ça, j'ai placé des têtes arrondies, comme ça. Bon, ces têtes arrondies, les voilà. D'accord? Elles correspondent, alors ça surprend toujours les étudiants, et ça m'a surpris moi-même, c'est incroyable. J'avais pu vivre 20 ans sans m'en rendre compte, n'est-ce pas? Qu'au niveau du premier... D'abord, la plupart des gens croient qu'il y a 3 éléments dans le doigt. Hein, c'est la première des aberrations. Bon, comme si les doigts ne commençaient pas ici. Bon, mais maintenant, vous le savez. Et alors, surtout, ce premier élément, vous voyez, permet aux phalanges, et cette tête, comme un condyle, permet à la première phalange de pivoter. On y est? Donc, ça se dessine avec une tête arrondie. Et puis après, fini. On ne fait que des flexions-extensions. Donc, elle est partie. Celle qui avait un nœud rose tout à l'heure. Oui, peut-être. Et alors, ce qui a demandé la trochlée, elle est partie. C'est étrange. Et alors, l'amateur de trochlée est parti. C'est bien ça. Oui. Mais ils avaient une certaine tendresse qui allait au-delà de la trochlée, donc ils ont eu peut-être quelques comptes à régler. Alors, donc, pourtant pas le printemps, il fait froid dehors, non? Alors, donc, si vous voulez, c'est tout de même très extraordinaire, parce que regardez du point de vue dessin, là, vous avez des coupes, n'est-ce pas, qui n'ont rien de rond, qui n'ont rien de mou. Alors, tout de même, Tardy, par exemple, qui est relativement sympathique dans son dessin. Moi, je ne connais pas ce monsieur. Je pense qu'il n'est jamais venu ici. Ce n'est pas un tort, mais il y en a qui sont venus. Je ne sais pas, il y a un copain qui pourrait tout de même lui dire « Arrête de mettre des boules entre les phalanges. Ça fait mou. » Vous voyez ce que je veux dire? Les mains de Tardy, il a vraiment un univers. Mais bon sang, pourquoi des saucissons en guise de phalanges? Vous voyez ce que je... C'est tellement beau d'avoir cette tête arrondie ici, et après, ces coupes rectangulaires du fait des trochlées. Car condyle, trochlée. On y est? C'est tout simple. Donc, ce petit bout de main que j'ai là, n'est-ce pas? C'est génial. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas 5 doigts. Il y a un pouce qui mène une vie très humaine, très indépendante, n'est-ce pas? Le singe a un pouce à la main et un pouce au pied, mais ce n'est pas tout à fait le pouce humain. Et nous, au pied, ce n'est pas terrible, c'est beaucoup moins bien que le singe, n'est-ce pas? Donc, on a ce pouce étrange, disposé à 2/3 par rapport aux 4 doigts, n'est-ce pas? Et lui, alors par contre, dire métacarpien, c'est un peu exagéré, regardez, parce que là, vous pouvez faire ça, là, vous pouvez faire ça, mais là, franchement, hein, ça m'a beaucoup énervé. Je me suis disputé avec pas mal de profs d'anatomie, pas les sympathiques, mais les prétentieux, parce que je leur disais tout de même que s'ils voulaient se faire comprendre de leurs étudiants, il faudrait tout de même dire que ce n'est pas tout à fait un métacarpien. Vous voyez ce que je veux dire? On a plutôt une flexion-extension avec une toute petite inclinaison. L'articulation est ovoïde. Tandis que là, vraiment, c'est un condyle. Exactement comme celui que vous avez là. D'accord?
comme celui qu'on a indiqué là. Donc, le but, c'est de placer ce départ de main, n'est-ce pas, avec ces métacarpiens. Pour pouvoir placer ce départ de main, il faut, c'est pas là-dessus qu'on va pouvoir le placer, il faut une surface congruente, n'est-ce pas? Il faut un réceptacle, vous voyez? Et en plus de ça, un réceptacle indépendant du cubitus. C'est étrange, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez? Cubitus est perdu en arrière. Dites-moi un peu pourquoi il est perdu en arrière. Hein? Pourquoi puis-je me permettre de dire il est perdu en arrière? Pourquoi puis-je me permettre de dire il est perdu en arrière ou il est perdu? Hein? Pourquoi puis-je me permettre de dire le cubitus est perdu en arrière par rapport à la main? Bravo, merci mon vieux. Parce qu'en fait, il y a ce vide qui permet justement à la main de bouger par rapport à lui. Le cubitus, est-ce que là je me fais comprendre? Le cubitus n'est pas lié à la main, au contraire, il est en retrait, ce qui permet à la main de se rabattre vers lui. De l'autre côté, le radius est totalement lié à la main ne peut rien que buter contre le radius. Si elle bute trop fort, ça pète. C'est la fracture de la styloïde radiale. Il y a deux fractures classiques, celle-là, tuberculus scaphoïde, et styloïde radiale. J'avais dit que je vous les montrerai en diapo, ça arrivera bien un jour. Alors, donc, on installe ici un ensemble. Et alors, les mots sont les mots, vous comprenez? Elle est partie avec son neurose, sinon j'aurais pu jouer, n'est-ce pas? Donc, le mot styloïde, ça veut dire stylet, pointe. Eh ben, mais enfin, là, c'est embêtant du point de vue pédagogique, parce que j'ai une pointe qui ne se dessine vraiment pas beaucoup et qui sert, comme vous l'avez vu chez notre étudiante, n'est-ce pas, de coulisse à un tendon qui va être soit là, lorsqu'on est en adduction, vous voyez qu'il va ripper. Et là, je vous propose, c'est presque un peu choquant, n'est-ce pas, d'appeler ceci styloïde, alors que c'est vraiment un extraordinaire butoir qui, je viens de le dire, donc je peux le concrétiser, s'il reçoit un choc dans ce sens-là, avec une chute sur la main, va se briser ici. Fracture classique de la styloïde, ça marche. Et en plus, il faut bien le dire, quand on regarde, j'espère ne pas trop vous entraîner dans des détails, quand on regarde l'os, n'est-ce pas, en général, on a tout de même un peu l'impression que cette styloïde est un peu une espèce de pièce rapportée. On comprend que ça puisse casser, n'est-ce pas? C'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment une sorte de bec, comme ça, qui sera tout à l'heure résorbé par un tendon qui va justement arriver là. Devant cette styloïde, je fais exprès de ne pas traiter le radius pour vous habituer à ce regard. Je place le poignet. Il n'est pas question que je vous donne les os du poignet. Il y aura suffisamment d'anatomistes en herbe pour me le demander dans l'avenir. Je n'ai jamais été anatomiste, même en herbe, mais je me plie aux demandes des gens, aussi particulières soient-elles. Je place un poignet ici en respectant le vide, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et il me semble que le plus important dans tout ça, c'est le vide qui est ici, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui va permettre à la main de se mouvoir. Vous me suivez? N'est-ce pas? Donc ce vide, d'avoir deux tendons, c'est un peu choquant, je vais en retirer un. Ce vide, surtout, ne nous égarons pas à le combler, si vous saviez. J'ai répété ça dans ma vie sur tous les tons. Pour un kinésithérapeute, pour un médecin de médecine physique, pour un chirurgien, c'est évident l'importance
n'est-ce pas, de ce vide. J'ai trouvé des articulations bloquées, verrouillées, comme on disait tout à l'heure, sans le respect de ce vide, n'est-ce pas? Et quand je disais aux gens, quand je flanquais une grande croix avec -3 sur la copie, et que je disais, vous n'avez pas respecté le vide, ils me disaient, mais c'est un vide. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que le plein qu'on respecte. D'accord? Non, mais quelque chose qui ne va pas, là. Hein? Voilà. Donc, voilà le vide de l'adduction. Vous me direz, mais Debord, ça ne va pas du tout. Vous êtes loin de la main. Eh bien, on y vient. Je vous sors une direction comme ceci, une direction comme cela. Hop, 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 hop. Et ici, mon ovoïde couché. Voilà. Et la voilà. Qui naît. Voilà. 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 Et j'en profite, puisque j'ai parlé de ce vide, pour continuer. N'est-ce pas? Voilà, 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 voilà. Pour continuer. En effet, il y a un deuxième vide primordial, propre vraiment à la bête humaine, n'est-ce pas? Qui est ici, entre le pouce et les doigts. N'est-ce pas? Voilà. Donc, vous me verrez souvent à l'avenir, n'est-ce pas, indiquer ces deux vides qui permettent l'adduction de la main. On y est? Je vous montrerai, je crois, une fresque, une photographie d'un détail de fresque de Giotto. C'est très extraordinaire. Giotto ou Fra Angelico? Fra Angelico. Où il a modelé l'avant-bras du dessus d'après un dessin sans doute fait d'après nature, très florentin dans son style. Et vous verrez, c'est extraordinaire. En dessous, il n'a pas fait attention et il a mis un angle comme s'il avait brisé le styloïde du radius. Vous voyez ce que je veux dire? On se fait avoir, n'est-ce pas? Vous pouvez toujours faire ça, mais pas ça. Alors, il ne l'a pas fait dans le bras du dessus, mais si on regarde le bras du dessous en retirant avec sa tête le bras du dessus, on voit bi. Voilà. Et c'est tout à fait amusant et ça peut réveiller votre conscience. Il me semble que ma main est un peu grosse, mais je voulais vous entraîner là ce soir pour revenir ensuite en arrière. Peut-être, oui, c'est pas très grave. Allez, on y va. On va terminer le radius, mais je crois comme ça, n'est-ce pas, que peut-être je vous montre à quel point la main est radiale, n'est-ce pas? Et que pas assez d'ailleurs, je trouve que c'est trop lourd, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, j'ai tellement voulu insister. Voilà, la main est radiale, n'est-ce pas? Je continuerai les doigts plus tard. Et là, je mets la cupule devant le condyle. Je mets l'empreinte du biceps vers le bas. Et j'en viens, comme je l'ai déjà souvent fait, à une petite étude morphologique du radius. Voilà la vue sous laquelle, une vue de profil, on appréhende le mieux le cubitus. N'est-ce pas? Quand on le voit comme ça, c'est vraiment pas terrible, on ne comprend pas très bien. Là, on comprend très bien, et là, on ne comprend pas grand-chose non plus. Mais on voit la crête cubitale. Hein? Vraiment, le cubitus, bien évidemment, il est très explicite quand il est de profil par rapport à l'articulation. Le radius. Voilà pourquoi j'étais si content. Je crois que c'était vendredi, j'étais tout seul. J'ai fouillé mes armoires. Je me suis dit, deux très jolis radius que j'avais oubliés. Je leur montrerai mardi. Vous voyez, alors, sont vraiment... J'ose pas le dire, parce que si c'était une dame, elle était très musclée. Hein. Mais enfin, ça fait tout de même un peu couple, non? Vous ne trouvez pas? Ce sont deux radius gauche. Hein. Voilà. Ça se porte ici, comme ça. C'était des petites personnes. Hein.
Oh, oui. Mais c'est très émouvant. Hein? Très âgé, avec des exostoses. Vous voyez, la lame interosseuse, là, elle était devenue osseuse. Et attendez, ça a bouilli pendant 3 heures dans les cristaux de soude. Hein? Donc, il en manque. Ça a été relativement usé. Les cupules, avouez que là, vous les voyez, non? Divinement. Non. Hein? On voit, en voyant l'os, on voit que ça pivote, vous voyez. Et puis, il y a cette espèce de colle, ici. Et puis, surtout, ce que dit Debord, en fait, le cœur était toujours très content de me raconter cette anecdote. Mais lui, il faisait court, ça ne marche pas avec moi, il faisait court en chemise Lacoste blanche, nœud papillon à ressort, vous savez, et veste, costume. Alors, de temps en temps, il mettait un os dans sa veste, comme ça, voilà, et il disait « qu'est-ce que c'est ?» Vous voyez, alors les étudiants prenaient un air naïf, comme ça, et ils disaient « c'est un radius », vous voyez. D'accord. Alors, vous savez, il faut tout utiliser pour avoir un cours relativement suivi ici. N'est-ce pas? Donc, c'est un radius. Vous voyez? Ça, c'est la source de la main. Vous voyez? Ça, c'est la styloïde. Là, il y a la trace du poignet, n'est-ce pas? Imaginez le poignet, voilà, et il va pivoter grâce à la cupule qui est là. On y est? Si j'avais une veste, je pourrais vous cacher tout ça et vous dire le radius ne s'intéresse qu'à la rotation et à l'insertion du biceps. Vous voyez? Si je cache le haut, on peut dire le radius fout le camp, n'est-ce pas? Il prend la clé des champs, il ne s'intéresse qu'à la main. Vous voyez, c'est vraiment un os complètement double dans son existence. Il pivote, n'est-ce pas? Donc bien évidemment pour la main. Et il permet, alors avec une insertion incroyable, étant donné la délicatesse du personnage, c'est une insertion énorme, il permet au biceps, j'ai perdu l'autre, il permet au biceps de s'attacher. Alors là, avouez que tout de même, vous n'avez pas de mal à imaginer la différence de taille des biceps de ces deux personnes. Vraiment, je ne garantis pas le sexe de celle-là. Hein. Mais vous voyez, j'ai tout de même dit « elle ». Mais vous regarderez en partant, on a les traces de toutes les rigoles des tendons extenseurs, c'est absolument extraordinaire. Et vous voyez bien aussi que je n'exagère pas, sur le fond gris-noir, là ça va, hein, vous voyez bien que les styloïdes, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas un petit grain de blé, un petit grain de riz. Donc, j'espère que c'est clair. Dans un premier temps, ah ben non, ce n'est pas clair parce que le schéma, je ne l'ai pas fait. Donc, le radius, vous avez une cupule, n'est-ce pas? Ensuite, dans un premier temps, il y a un col, un cou. C'est comme une tête, si vous voulez. D'ailleurs, on dit et un cou, le col, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez la tubérosité bicipitale, n'est-ce pas? Et puis, dans la partie basse, vous allez vous occuper de la main. Il file s'occuper de la main à tel point qu'il y a une styloïde de blocage de la main. Alors ça, je pense qu'aujourd'hui, tout de même, je l'ai assez dit, non? Ça, d'un côté, rien de l'autre. Rien. Ça bloque. Ça marche du fait de cette styloïde. On y est? Question. C'est drôle, je m'amuse à faire court sans diapos. Comme si je me prenais pour une lanterne de projection. Vous voyez. Alors, je vous en ai déjà parlé de cette styloïde. On peut se la palper. Alors, votre main, d'abord, pitié, c'est pas ainsi font les petites marionnettes. Hein. Il y a un pouce et des doigts. Ce n'est pas la peine de dire je dessine si vous ne voulez pas l'admettre. Ah, il y a un pouce qui mène sa vie à part, qui peut même aller flirter avec tous les doigts. Pincer. Ah,
pincer. C'est tout de même fou. Hein? On peut pincer, demander à une vache ce qu'elle en pense. Ou un cheval, il va vous regarder, tourner la tête avec un œil exorbité, et remuer les incisives. Voilà. Lui, il n'a que des vertèbres cervicales et un sabot. Vous voyez, c'est complètement fou quand même. Alors vous pouvez pincer avec tous les doigts. Puis si je présente une bouteille à ma main, n'est-ce pas, elle n'est pas folle. Elle va mettre le pouce d'un côté, les doigts de l'autre. D'accord ? Vous ne la verrez jamais se précipiter comme une crétine, n'est-ce pas ? On n'a pas besoin de lui expliquer comment prendre les objets. Le cœur. Phrase géniale. La main n'a pas de forme, elle a la forme de l'objet qu'elle prend. Voilà, pour un type qui a refait des mains toute sa vie, j'ai des malheureux qui les avaient abîmés ici ou là, la main n'a pas de forme, elle a la forme de l'objet qu'elle prend. Celui-là, il avait oublié d'être idiot. Alors, il était tellement intelligent que les étudiants ne le comprenaient pas, mais lui trouvait ça drôle, et il disait qu'il avait un assistant vulgaire, donc ça allait. Et vous ne comprenez pas, allez là-bas, vous comprendrez, on comprend toujours avec lui. D'accord ? C'est moi. Alors, donc, cette styloïde radiale, ben, elle est là, tout bêtement. Vous voyez, la tête du cubitus est là, la styloïde radiale est là. Je vous l'ai dit l'autre jour, entre les tendons extenseurs du pouce, parce qu'avec le pouce, vous pouvez fléchir, il y a tout ce qu'il faut ici, mais il y a surtout 3 cordes qui permettent de l'étendre, n'est-ce pas ? L'une est très longue, l'autre est un peu plus courte et l'autre est moyenne. Donc, entre ces cordes qui vont au pouce, il y a ce qu'on appelle la tabatière anatomique. Si vous mettez le doigt dans la dite tabatière, que vous remontiez vers le haut, vous avez le doigt sur la styloïde. Ça marche ? Donc, elle est là. Donc, dans votre dessin, vous vous rendez compte qu'elle est nettement plus bas que la tête du cubitus en position naturelle. Ce n'est pas la position dans laquelle nous sommes ce soir, mais ce n'est pas grave. N'est-ce pas ? Prenez l'habitude de sentir ça sur vous. Pendant que j'y suis, par hasard ce soir, vous voyez, on voit très très bien des muscles obliques, là, des corps charnus, vous les voyez, malgré une veine de vieillard qui traverse là. Mais vous voyez des muscles là, tchong, tchong. Eh bien, ce sont ceux dont les tendons sont là, vous voyez. En fait, le pouce, non seulement le pouce est oblique, mais les muscles qui les tendent traversent obliquement l'avant-bras. Ce sera pour plus tard. Donc, il ne nous reste plus qu'une chose, n'est-ce pas ? C'est à raccorder la partie haute et la partie basse. Raccorder la partie haute avec la tubérosité bicipitale et la partie basse. Eh bien, il nous suffit de raccorder. Voilà. On fait ça comme on veut, plus ou moins tendu, plus ou moins distendu. Là, j'ai un peu exagéré, mais pour le moment, je tiens à cette petite courbe. Donc, voilà le radius, n'est-ce pas ? Posé. Et voilà les têtes arrondies des métas. Voilà. Et l'ovoïde transversal du pouce. Ça vous va ? Oui, si vous voulez, que la styloïde cubitale. Alors ça fait très anatomique. Oui, et je ne l'ai pas fait assez là-dedans, vous trouvez, hein, c'est ça ? Si. Vous voyez, si quand même, j'ai respecté, mais pas assez. Quelle est la question, mon cher ? Oui.
Si, regardez. Et de toute façon, on la voit en position normale, on ne voit plus la styloïde du cubitus. Mais je veux absolument que vous voyez qu'en position normale, j'ai un très très mauvais montage là. J'en ai de très beaux, mais je vous les apporterai un peu plus tard parce qu'ils s'abîment à chaque fois. Vous voyez? Regardez. La tête du cul, mais là, bouffée. Hein? Vous voyez, la tête est là et la styloïde, elle est cassée, mais elle, vous voyez bien, elle est là. J'ai pas mieux que ça quand même. Si, j'ai ça. Il se venge en prenant mes notes. Voilà. Voilà. Mes pauvres amis, c'est terrible. C'est pour ça que j'ai toujours détesté les squelettes pendus, parce que vraiment, vous voyez, tout de même, là, c'est tout de même bien plus haut ici que là. C'est ça qui compte. Est-ce que je me fais comprendre? Tête du cubitus, styloïde radial. Oui. Ça, par rapport à ça. Ça va? Ça va? Une autre question? Tout le dessin de la main est là-dedans. Hein. C'est pour ça. Je vais doucement vers la main, si vous voulez. Une autre question? Non? Si, monsieur. Alors, allons-y. Vous mettez vos mains comme ça. Non, comme ça. Attendez, soyons calmes. Mettez vos pouces en dehors, monsieur. Voilà, nous y sommes. Faites ça. Vous pouvez le faire. Non, non, bougez pas. Allez en dehors, vous ne pouvez pas. Ça y est, ça marche? Il suffisait de trouver l'image. Je vous remercie de l'avoir posé. Question? Allons-y. Moi, j'aimerais bien vous mettre un numéro stylo radial, mais ce serait tout de même culotté, là, non? J'ai envie, vous m'en empêcherez pas, de faire l'inverse de ce que j'ai fait, n'est-ce pas? J'ai très envie, étant donné, je crois que pédagogiquement, je crois que c'est payant. Je vous flanque un tendon, là. J'ai bavé un peu vers le bas, hein. Donc on va retirer la bavure. Un tendon qui, plastiquement, pour moi, est très, très intéressant. Parce que quand vous regardez ça, quand vous êtes très amoureux de quelqu'un, je ne sais pas pour vous où ça se passe, mais moi, ça se passe terriblement dans les poignets. C'est-à-dire, prendre, je suis assez vieux pour pouvoir dire ces choses-là sans que ce soit choquant, j'espère. Prendre les mains de quelqu'un pour qui tout d'un coup on sent une passion pour cette intelligence dans ce corps, comme ça, n'est-ce pas? Et on a ces avant-bras là qui sont là, elle vous regarde en riant comme ça, en se disant « il est vraiment toqué ce type », n'est-ce pas? Et vous lui tenez les poignets et ça glisse sous votre œil. Vous voyez ce que je veux dire? Faites l'expérience, c'est inoubliable. Hein, ça glisse là. Et vous comprenez que ça glisse, ça ne pourrait pas glisser s'il y avait que de l'os. N'est-ce pas? Vous voyez, on ne pourrait pas être épris de ça. Vous voyez? Parce qu'on se dirait, ah ben, il y a une rugosité. Alors que c'est fantastiquement glissant. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un tendon qui vient s'intégrer à la forme osseuse. J'ai mis ça en bleu et blanc, mais sur le vivant, c'est rose. C'est de la peau, il y a de la peau autour. Et ça se nappe, n'est-ce pas? Et que ce soit Rembrandt, Velázquez, tous les génies, n'est-ce pas? Tous les peintres des peintres, Véronèse, etc., ils vous ont fait, je ne sais pas moi, Juan d'Autriche chez Velázquez, vous savez, c'est le frère de Philippe IV, schlack, debout, c'est tout noir, c'est tout maigre, il a une drôle de gueule, etc. Il y a une main qui pend et au bout, il y a un gant, voilà, styloïde radial, quelques articulations et le gant. Et tout ça, ça a une gueule extraordinaire. Vous voyez, donc, il y a un tendon là
qui fait disparaître l'espèce de bec qu'il y avait tout à l'heure sur la styloïde. Et alors, vous vous souvenez, chez cette jeune femme qui est venue là tout à l'heure, c'était très intéressant parce qu'avec toute cette féminité, il y avait des tendons qui sortaient, des muscles, etc. Si ça n'avait rien d'indécent, il suffisait de lui demander au bon moment. Alors, donc, on a vu, c'était beaucoup plus joli chez elle, on a vu ce muscle rideau là, et en effet, ce muscle, ce tendon donne naissance à une sorte de rideau qui est ici, vous voyez. Voilà, et qui va aller chercher ce tendon. Et c'est fantastique, parce que le dessin de la main est là-dedans, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas ça du côté petit doigt. N'est-ce pas? Ce rideau-là, je me fais comprendre, ce rideau-là, vous ne l'avez pas ici, regardez. Vous voyez, ce rideau-là, c'est le pouce qui l'engendre, n'est-ce pas? Donc, vous avez une sorte de rideau musculaire qui met justement la main dans la position dans laquelle elle se trouve. Aïe, peut-être que c'est l'heure de vous le dire. Quand la main prend, vous voulez bien, je peux? Quand la main prend, on dit qu'elle est en pronation. Ça va, ça? Alors, par contre, ce qui ne va pas du tout, je ne peux rien vous dire d'autre, quand elle ne prend pas, on dit qu'elle est en supination. D'accord? Et quand elle est naturelle, on dit qu'elle prend à moitié, en demi-pronation. Ou hélas, parfois, on dit qu'elle est en demi-supination. C'est-à-dire, voilà la supination, la pronation, la demi-supination, demi-pronation. Ça marche? Je vais pouvoir dire ça de temps en temps, hein? Voilà. Donc là, vous êtes dans la position naturelle, c'est la demi-pronation ou la demi-supination. Et alors, ce muscle, qui est évidemment demi-pronateur, qu'on appelle dans certains livres stupides, mais ça, on l'appelle long supinateur. N'allez jamais dans les livres, c'est souvent idiot comme ça. Bon, eh bien, il part de l'humérus, n'est-ce pas? Et il va à la styloïde du radius. Donc, on l'appelle huméro-styloradial. Enfin, moi, je l'appelle comme ça. Donc, je vous l'appellerai comme ça. Et tous les Anglais, les Américains qui parlent latin en anatomie disent huméro-styloradialis. Voilà. Et ils ne disent pas l'ensupinateur comme les stupides livres français depuis le 19e siècle peut-être. Voilà. Alors c'est peut-être un peu mou, parce que j'ai été un peu lent. Je voulais dessiner, mais j'ai été bloqué par le besoin de vous expliquer certaines connaissances. C'est pas trop mou, il n'y a pas trop à se plaindre. D'accord? Et alors, ce muscle, ben non, je ne vais pas donner son frère maintenant. Je le laisse comme ça, tout seul, parce que je vais pouvoir m'amuser. Maintenant, je passe à des choses que vous connaissez. Je mets le brachial antérieur. Quelle heure il est? 6h15. Brachial antérieur, ça vous rappelle quelque chose? Vous me direz, alors là, ce soir, c'est un peu tard, mais enfin, je l'ai fait autrement d'autres jours. Donc, je coupe la cupule radiale, je ressors la pointe ici, qu'on appelle surface coronoïde du cubitus. Je change la couleur, parce qu'il y en a bien parmi vous qui finiraient par se plaindre. Eh bien, voilà comprenez-vous, ce brachial antérieur. Voilà, son tendon va sur le cubitus. Et je remets, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, je réexpliquerai ça une autre fois.
Mais ce soir, je voulais expliquer d'une certaine façon. Je voulais m'amuser surtout. Voilà. Donc j'ai remis le radius. Et maintenant, vous avez le brachial antérieur passant derrière l'humérostyloradial, derrière la cupule radiale, etc., etc. Et ça peut être amusant, peut-être, de là où vous êtes, de voir le muscle qui fait lever le cubitus et de voir celui qui fait lever le radius. Je me fais comprendre? Le brachial antérieur fait faire ça et le numérostyloradial fait faire ça. Et dans la position, le brachial antérieur fait faire ça et le numérostyloradial fait faire ça. Si ce n'est que le brachial prend le cubitus, je dis bien, et l'humérostyloradial prend la styloïde du radius. En arrière du bras, vous avez ce qu'on pourrait appeler brachial postérieur, mais ça ne vous faciliterait pas la vie. Ce sont les deux vastes, n'est-ce pas, qui ont, vous le savez, une longue plaque tendineuse, n'est-ce pas, et qui sont antagonistes du brachial antérieur. À votre avis, qui travaille? Quand il travaille, les vastes ou brachial post et le brachial antérieur, quel est celui qui se fatigue le plus? Celui qui fait... Allez, je vous aide parce que là, je suis peut-être un petit peu coquin. Celui qui fait ça ou celui qui fait ça? Je voulais vous faire dire, allez, je vous donne la langue au chat, je voulais vous faire dire que celui-là ne travaille pas beaucoup. Regardez, il est tout mince parce qu'il va dans le cubitus va dans le sens de la pesanteur. On y est? Donc celui-là, évidemment, fait le double de volume parce qu'il travaille contre la pesanteur. Ça va? C'est moins fatigant de faire ça que de faire ça. Et si vous avez un poids dans la main, c'est encore plus fatigant de faire ça. Et plus facile de faire ça parce que le poids aide en plus l'extension. Ça marche? Question? Extraordinaire, hein? J'ai vraiment une étudiante ce soir, 5 étoiles. Le tendon qu'on voit de l'humérostyloradial, c'est l'un des deux qu'on voit ici? Non, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Ce qui est beau avec lui, c'est qu'on ne le voit pas. Ça, ce sont les extenseurs du pouce. Il disparaît dans le périoste. On ne le voit pas. On peut à la rigueur ici, si vous y tenez, chercher l'os et sentir 3 cordes tendineuses. Et c'est le plus antéro-externe. C'est le seul moment où on puisse un tout petit peu l'appréhender. Sinon, il n'y a que son corps charnu. Alors par contre, ça, on le voit. Mais comme les muscles du pouce lui passent dessus, il disparaît. Et en plus de ça, c'est le genre de type qui disparaît, quoi. C'est le genre de muscle, c'est le genre de tendon qui disparaît. C'est ça qui est génial avec lui. C'est bien malheureux que j'utilise des couleurs différentes, sinon, c'est dans la continuité. Si on disséquait un lapin, par exemple, on le verrait arriver dans le périoste et puis on se dit « Ah, mais où est-il passé ?» Vous voyez? C'est tout à fait impressionnant. Alors maintenant, les muscles... Alors ça, ce sont les monoarticulaires, vous êtes d'accord? Ch'touk, ch'touk. Hein? Maintenant, ceux qui lèvent comme ça et ceux qui étendent comme ça. Biceps, n'est-ce pas? Biceps, c'est évident, c'est indépendant. Donc, biceps... N'est-ce pas? Alors tout le monde sait que le biceps a un tendon qui va sur la tubérosité bicipitale. Donc ici, n'est-ce pas? Et qu'on pourrait à la rigueur voir un peu passer en dessous. Je vais me servir de fusain. Le tendon passe à l'intérieur. Je pense que tout le monde le sait. L'humérostyloradial est là. Et vous voyez, le tendon du biceps passe là. Vous me suivez ou pas?
C'est évident, hein? Donc il passe à l'intérieur et il vient s'attacher sur son insertion dont j'ai moultement parlé. Ici, ça vous va? L'insertion du biceps, c'est ça. C'est pas rien. Ça tire l'os autant que ça peut. D'accord? Donc, on va raccorder quand même. Voilà. Alors là, pour moi, il y a une chose qu'il faut essayer de garder. C'est le sentiment de la courbe inférieure du corps charnu. Je tricherai même bien, pas tellement, pour que vous sentiez que... N'est-ce pas? Non, mais enfin, voilà. Pour qu'on sente cette longue forme, corps charnu long, tendon court. On y est? Et là, si vous voulez, c'est un peu choquant. Ça pourrait être plan à plan, là. Hein. C'est-à-dire que le tendon bleu, voilà, pourrait venir un petit peu en arrière. Voilà. Donc, quand vous regardez ça, vous avez le biceps et son tendon avec l'expansion. Ça ne me facilite pas les choses, mais je suis comme ça. Et puis le brachial tout de suite en arrière. Vous avez le biceps et le brachial tout de suite en arrière. Le brachial, le biceps et l'humérostyloradial qui croisent. Je vais terminer le biceps tout à l'heure. Oh, oui, je préfère, tout à l'heure. N'est-ce pas? Là, j'ai envie de mettre à l'arrière l'équivalent du biceps. Oui, mais c'est toujours la même histoire. En avant, on raffine. En arrière, on pousse. On y est? On pousse là, c'est ce qu'on a pour le moment, et on poussera là. Pour pousser ça, ce n'est pas la peine d'aller chercher des choses très compliquées. On prend un corps charnu, c'est la longue portion, n'est-ce pas, qu'on accroche sur l'omoplate. Et on n'a pas besoin de tendons indépendants, puisque je ne sais pas dessiner des choses qui n'existent pas, je n'ai rien de surréaliste dans l'âme. Imaginons une main où je ne sais pas, ça ne marche pas du tout, hein, où le coude serait en avant et on tournerait la main en arrière, comme ça. Vous voyez ce que je... Le type serait là, avec son ventre ici, ses fesses là. Ça va? Si vous avez ri, c'est que vous avez peut-être suivi. Donc, et ça, c'est difficilement pensable, n'est-ce pas? D'accord? Donc, vous n'avez pas à raffiner, là. Vous avez simplement, boum, joum. Donc, pas besoin de tendons indépendants. Je vous fais cependant remarquer, que chez mon vieillard très maigre, on pourrait finir par croire que la plaque est faite de tendons indépendants racolés en une plaque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mon vieillard très maigre, il a comme des cordes au lieu d'avoir une plaque. Mais c'est parce qu'il est très maigre et très ectomorphe. Hein? Donc, c'est vrai qu'on pourrait, dans la plaque, lire des tendons. Donc, ça, c'est extenseur de l'avant-bras sur le bras, et ça, extenseur du bras sur l'épaule. Ça, c'est fléchisseur de l'avant-bras sur le bras, et ça, c'est fléchisseur du bras sur le torse. Ça vous va? Ça marche? C'est pas symétrique, mais ça permet les gestes. D'accord? C'est drôle, hein, je sentais la paresse venir. Et c'est pas mal du tout. Car en fait, ma paresse va me permettre de tricher. Et j'avais pas envie de faire le haut du biceps et du triceps. Voilà. Donc je mets pour
éviter les problèmes, n'est-ce pas? Je vous mets un deltoïde. Je vous l'ai fait l'autre jour, je vous le referai, mais ce soir, j'ai envie de traiter autre chose. Donc, je vous mets un deltoïde moyen qui cache la montée du biceps. Car ce soir, je n'ai pas envie de parler de... Il est 6h25, vous allez me regarder avec des yeux tels que je n'ai pas du tout envie de vous parler de gouttière bicipitale. N'est-ce pas? Ça ne passerait pas. Donc, je vous mets un deltoïde moyen, je vous mets une esquisse de deltoïde postérieur, et plastiquement, c'est foutument plus satisfaisant, n'est-ce pas, que d'aller vous expliquer les tendons du biceps qui, à cette heure-ci, serait vraiment superfétatoire. Alors là, j'espère que vous êtes contents. Je vais aller voir s'il y a de quoi. Parce que grâce au fait que je n'ai pas fait d'anatomie, j'ai pu dessiner. Voilà. Et c'est pas mal du tout. Vous avez un deltoïde moyen, un deltoïde claviculaire, rien à redire. Et si je fais ça, vous allez avoir un deltoïde postérieur. Voilà. Et voilà. Et là où le petit père de bord il se débrouille pas mal, c'est qu'il vous a mis le deltoïde moyen allant en bas du V deltoïdien. Vous me suivez? Le deltoïde claviculaire, observez le raffinement, en haut de la branche du V. Le deltoïde postérieur en haut de la branche postérieure du V. Je m'explique. Il y a un V deltoïdien. Le deltoïde moyen s'insère dans la partie basse. Vous vous souvenez pourquoi? Grâce au système multipenniforme des tendons. N'est-ce pas? Donc, en envoyant des tendons extrêmement originaux qui font ça, vous pouvez très bien aller en pointe. Il est tard, là, ça part, je vais partir ici. C'est limite. Bon, ben, on y reviendra. Vous ne vous souvenez pas de ça? Ça, c'est le deltoïde moyen. Grâce à ça, à ce système-là, j'achève en pointe. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'achever en pointe en bas. Donc, je descends jusqu'à la pointe. Personne ne m'en empêchera. Mais par contre, j'ai vraiment pris la pointe. Il ne reste plus que ça pour le deltoïde antérieur et le deltoïde postérieur. Allez, faites attention. D'où? Parce que chez les crétins et les anatomistes, le deltoïde, je vous assure, chez Richer, si vous avez le malheur d'avoir ce livre que j'ai préfacé, deltoïde, c'est ça. C'est monstrueux. Voilà. Et quand j'ai découvert, moi, que c'était ça, j'étais content. Parce que ça ressemblait plus à un Velasquez qu'à un Richer. J'aime mieux être d'un côté que de l'autre. Vous me suivez? Donc, ça, comme je n'ai pas eu à faire de baratin anatomique, j'ai pu le dessiner du premier coup, s'arrêtant là, c'est-à-dire là, et descendre, franchement, le deltoïde moyen jusqu'en bas. Ça vous va? Autre nuance que j'ai découverte, chez Richer aussi, c'est effroyablement mauvais. Richer met le brachial antérieur là, si par hasard vous regardez son bouquin, le biceps ici, ça c'est du bodybuilding, vous comprenez? Voilà, vous avez le brachial qui est au milieu, biceps qui est en avant, triceps qui est en arrière. Ouais, le mec, intelligence bornée, je ne parle pas de Richer, mais pour avoir un bras comme ça, il faut vraiment avoir l'intelligence qui va avec. Donc, ici, vous avez un sublime glissement de forme. J'y vais peu à peu. Un sublime glissement de forme. Je me fais comprendre?
du brachial. Allez, je vous mets un tout petit peu de rose, mais pas beaucoup, hein. Il ne faut pas en mettre trop. Je vais m'expliquer pourquoi dans un instant. Voilà. Voilà. Tout petit glissement de forme du brachial derrière le V deltoïdien. N'est-ce pas? Voilà. Voilà. Vous voyez surtout pas ce truc affreux, n'est-ce pas? C'est-à-dire brachial, biceps, et puis le deltoïde comme ça. Et vous savez, c'est très intéressant quand même. Il n'est pas là ce soir, je crois, mon étudiant qui fait des livres pour les bodybuilding, comment on dit body, enfin bref, les messieurs qui font ça, là, les dames qui font ça. Comment? Les culturistes. Ce serait plus simple. Hein, les culturistes. Il gagne une fortune, ce type. Fortune, ça se vend dans le monde entier. Grâce, c'est moi. Ils me sont dédicacés. C'est vous. Il sait qu'on n'a pas du tout la même religion, mais il est gentil. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Il n'est pas là. Mais vous savez, il photographiait tous mes tableaux noirs, etc. Je ne sais plus. Ça me trouble. Enfin, il essaie qu'il ne se casse pas trop de trucs. Alors, comme il y en a partout qui se cassent tout un tas de choses, il est très, très apprécié. Je crois qu'il a remonté les éditions médicales Vigo Malouane à lui tout seul. Comme quoi, la mode, ça peut servir. Non, j'exagère peut-être un peu, mais presque. Non, mais c'est fou quand même. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Quand je l'ai connu il y a une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années peut-être, c'était vraiment un voyou. Il faisait vraiment un peu peur. Et après, il m'a dit d'ailleurs qu'il était un voyou et qu'il avait de quoi avoir peur. Et donc, il avait fait ce culturisme, merci Tarek, pour faire peur aux autres, quoi. Vous voyez, pour avoir des muscles partout, etc. Et il s'était rendu compte, parce qu'il est malin, il s'était rendu compte que c'était tout de même dangereux et qu'il y avait des accidents. Et donc, il était venu à mon cours, Frédéric Delavier, il n'est pas là, hein? Non, parce qu'il est très gentil, et s'il était là, j'aimerais mieux qu'on dialogue tous les deux. Il était venu à mon cours avec des livres que j'avoue, j'avais rarement vus sur la sculpture nazie. N'est-ce pas? Et parce qu'il en reste. Il y a des gens qui ont préservé des choses comme ça. Arnaud Brecker, vous voyez ça? Non? Je pourrais vous en montrer parce que grâce à lui, j'ai fait des diapos. C'est très, très intéressant de voir ce qu'on peut faire avec les connaissances que je diffuse. Il y a tout de même tout un art 1930, que ce soit en Union soviétique, ceux qui ont éliminé les conceptuels russes, etc., qui m'embêtent un peu. Hein. Il va y avoir une exposition Pougny, par exemple. Pougny, ça vous dit quelque chose? C'est un artiste extraordinairement intéressant par son parcours. Donc, c'était un conceptuel russe dans les années 10-20, et il a fini sa vie à Paris en exil en faisant des petites peintures absolument ravissantes avec des taches, comment dire, un peu macchiaioli, un peu nabi, si vous voulez, comme ça. Je ne sais pas, je ferai attention. Comme j'irai la voir, je vous le dirai. Et vraiment, c'est un homme qui a eu deux vies, si vous voulez. Mais l'art officiel en Union soviétique, quand Staline a tout régenté, n'est-ce pas, c'est devenu brachial antérieur, deltoïde moyen. Vous voyez ce que je veux dire? Et chez les nazis, même chose. C'est tout de même intéressant, non? Et puis, je suis désolé d'insister, mais ça, c'est quand même très intéressant. Quand vous levez les bras, quand vous êtes content, vous levez les bras. Ah, qu'est-ce qui a pu vous prendre enfin, comment a-t-on pu faire ça? Ah, c'est quand même fou. Et faire ça à des millions d'hommes. Est-ce que vous connaissez cette photo extraordinaire d'Allemagne dans les années 30 où on voit, je ne sais pas moi, des centaines de types qui font ça, et il y en a un qui ne le fait pas et qui croise les bras?
et il sera fusillé. Voilà, c'est une très, très... Je ne vous dis pas qu'elle soit belle, mais la photo, c'est ça, quoi. Quand c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc, il y a tout de même des gestes, hein, ça aussi, hein, j'en parle assez souvent, non ? Il y a tout de même des gestes qui sont la vulgarité de la forme et du comportement. Et il y a des formes humaines, je suis désolé. Vous imaginez qu'on me téléphone chez moi pour me proposer d'aller au Gymnast Club ? Voilà. C'est fini parce que pendant un temps, je croyais que la bonne éducation, ça préservait. Alors je répondais, mais non, vous ne savez pas du tout, etc. Maintenant, je deviens insupportable. N'est-ce pas ? Alors pendant un temps, je leur disais, je sais, vous gagnez votre vie comme ça, je connais des étudiants. Non, il y en a marre. Hein, il y en a marre. Et... voilà. Donc, bon, on ne s'est pas trop ennuyé malgré l'absence de diapo. Je vais vous proposer le frère, maintenant je peux, et ça va être assez intéressant, le frère de l'humérostyloradial, parce que, vous vous doutez bien, d'accord, il y a le pouce et les 4 doigts, mais quand même, hein, vous n'êtes pas né de la dernière averse, et vous savez très bien qu'il y a un index. Et vous avez peut-être remarqué que je peux prendre ma bouteille comme ça, mais je peux aussi être un petit peu plus délicat. Tu veux un peu d'eau ? D'accord ? Bon, c'est un peu chochotte, d'accord ? Mais il y a des objets quand même qu'on peut avoir tendance à prendre comme ça. Non ? C'est-à-dire, alors c'est tout de même très intéressant, faire de l'index l'axe de la main, n'est-ce pas ? Voir qu'il y a le pouce et l'opposition des 3 doigts. N'est-ce pas ? Et Léonard de Vinci, c'est la Vierge au rocher, etc. C'est le délice de regarder ça. Je ne vous parle pas de ma main, je vous parle des mains de ses petits amis à lui. D'accord ? Saint Jean-Baptiste, vous voyez, non ? D'accord ? Hein ? Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que la main, quand on lui a laissé son intelligence, quand on n'en a pas fait quelque chose d'artificiel avec ses développements, vous comprenez, faire ça là pendant, je ne sais pas ce qu'ils font moi, mais faire du vélo sur place, ça doit tout de même nuire, pas seulement aux muscles, mais au cortex, quoi, il n'y a pas de problème. Donc non seulement on devient moche, mais on devient bête, quoi. Et ça peut faire des nazis en plus. N'est-ce pas ? Parce que c'est vrai, moi j'ai appris récemment, je ne sais plus où, que je ne sais plus chez combien de jeunes gens, les camps de concentration, ça n'a peut-être pas existé. Alors, donc, comme quoi la forme humaine, ça mène parfois loin. Donc, sur mes radius que je vous ai montrés tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait des rigoles, oui ou non ? Là, quand je fais ça, vous voyez des rigoles là, non ? Comme s'il y avait des fils qui passaient là. Mais il y a des fils qui passent là, tout simplement. Donc, on va le rainurer, si vous voulez, ici, et on va faire passer un fil, un tendon, qui va aller à la racine de l'index. C'est génial. N'est-ce pas ? Et on va mettre un corps charnu homomorphe du précédent, à tel point qu'ils font quasiment une seule forme. Vous voyez, par exemple, ici, la forme qui est là, c'est eux tous les deux. Thierry, vous voulez bien venir ? Allons-y. Ah, il y en avait un que je devais déshabiller. Mais je crois que ce serait intéressant, mais simplement l'avant-bras. Voilà, vous posez votre pull là, mais ne retirez pas la chemise, mon ami, c'est pas la peine. Voilà, vous allez replier la chemise pour ne pas la salir. Voilà, allons-y, comme ceci. Alors, voilà, c'est formidable. Déjà, sans le fatiguer, vous apercevez un muscle là qui bouge. Bougez un tout petit peu. Ça sont les extenseurs. Les 2 dont je parle sont là, on va les sortir. Allez-y, montez ma main. Voilà, ça marche ? Humérostyloradial, premier radial. Ça va ? Serrez le poing, mon ami. Voilà. Vous voyez, premier radial, humérostyloradial. Ça vous va ? Si par contre il se détend,
qu'on laisse comme ça. Vous voyez, ça fait une seule forme avec le surplomb du premier radial. On y est? Ce sont donc deux frères du point de vue corps charnu. Ça va? Dans certains mouvements, regardez là, c'est admirable, on les confond complètement. Ça, c'est un autre, hein, vous ne laissez pas prendre. Les voilà, humérostyloradial, premier radial. Là, c'est homogène. Je lève le pouce, j'étale ça. Je lui demande de fléchir l'avant-bras vers son visage. Hop! Le muscle préposé à la demi-pronation, ça va? Hein? Humérostyloradial se met. Si par contre, je lui demande de serrer le poing, comme les joueurs de tennis, pof! C'est le premier radial. Ça marche? D'accord? Allez, venez nous montrer votre avant-bras. Voilà. Mettez-vous là, mon ami. Merci. Là, allez-y. Voilà. Remontez un tout petit peu ça. Fléchissez ici. Voilà. Là, c'est l'extenseur commun. Allez-y, remontez. Il est tout intimidé, le pauvre vieux. Allez, je ne vais pas vous faire souffrir longtemps. Remontez-moi ça, un bon coup. Voilà, humérostyloradial. A-t-il un premier radial? Il en a un, mais pas très extraordinaire. Vous ne faites pas de tennis. Non. Serrez le poing. Tout de même, chez moi, on ne le voit plus. Ah, le voilà! Grâce à l'os qui est en dessous. Non, non, c'est l'os. C'est l'os. On voit très bien l'os. Allez-y. Vous voyez, il a pas mal d'humérostyloradial. Détendez-vous. Voilà, ouvrez-moi ça bien. La styloïde, je la bloque avec mes doigts. Vous montez vite. Voilà, il a beaucoup d'humérostyloradial. Il n'a quasiment pas de premier radial. Vous voyez, étendons. On l'aperçoit, mais c'est l'os qui est là tout de suite. D'accord? Il a un petit premier styloradial. Les tennismen se baladent avec des premiers radios. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à fermer la raquette. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, on tend une deuxième corde ici. M'en veuillez pas, mais c'est très difficile de dessiner des lignes tendues horizontales sur un tableau. Vous voyez, ça va là? Je vais tailler un tout petit peu au fusain, mais il y a une légère courbure. C'est parce que... Oh, zut! Parce qu'il est forcé de prendre la rigole. Vous me suivez? Voilà. Voilà, humérostyloradial et premier radial. Ça vous va? J'ai encore une chose à vous dire avant de vous laisser partir. Je voudrais voir s'il y a... Parce que c'est bien de vous le laisser dans cet état, alors que bien évidemment, ce n'est pas le vivant. Oui, c'est bien, avouez là. Dans vos notes, c'est très très bien. Ce qui manque très très bien. Comment vous appelez-vous, premier rang, cheveux longs? Comment? Anne-François. Eh bien, ça ne se voit absolument pas sur le vivant, pour la bonne raison, mais nous n'y sommes pas, que vous avez un pouce ici. Pardon. N'est-ce pas? Vous avez un pouce. De ce pouce partiront des tendons du pouce. Je me fais comprendre, j'en ferai pas plus. Qui auront des corps charnus du pouce, que voilà ici, qui vont complètement occulter cette partie-là. Donc ça n'est absolument pas morphologiquement visible à l'extérieur. Je me fais comprendre? Et je le laisse exprès pour que, exceptionnellement ce soir, vous ayez les deux frères, humérostyloradial, premier radial, le vide ici sans extenseur. Peut-être tout de même pourriez-vous marquer quelque chose pour vous souvenir que là, c'est la crête cubitale. D'accord? Je ne sais pas, moi, quelquefois, je fais quelque chose, mais je trouve ça tellement laid, n'est-ce pas, du genre comme ça, pour bien montrer que c'est le repère osseux continu qui est sur la table. Ça marche? Mais vraiment, c'est moche. D'accord? Donc...
on cache ça. Question. Comment s'appelle votre fille, monsieur? Louise. Question, Louise. Non? Ben moi, je dois dire que c'était très émouvant pour moi d'enseigner dans ces circonstances. C'est absolument délicieux. Merci, Louise. Merci de votre présence. Et vous revenez autant que vous voulez, si vous avez des petites amies qui ont envie de venir, mais à condition qu'elles soient aussi sages, gentilles et bien élevées que vous, et que quand je demande de lever les bras, elles se mettent à lever les bras avant les autres filles. N'est-ce pas? Ce qui prouve donc un extraordinaire art de vivre. Question. Louise, vous n'avez vraiment pas une petite question pour que j'entende votre voix? Non, tant pis. Pas de questions? Je crois qu'on a bien travaillé. Bonne soirée. À jeudi.